Bonjour à tous et bienvenue à la dernière émission de Sans Escale que Laurence et moi allons animer. Nous sommes toujours, comme le dernier épisode, au marché Bon Secours, dans cette belle grande salle de bal où on peut laisser, je sais pas, je trouve que nos idées prennent de la place dans l'espace ici. Et Laurence, aujourd'hui, on va voir un peu comme ce qui a mené à Sans Escale, hein, comme une espèce de conversation de cuisine sur comment on vit ça, notre amour pour les relations internationales. Parce que c'est comme ça que ça a commencé, hein, des années d'amitié et à aimer et l'audio et l'international, puis de se dire, bon, ben, faisons-en quelque chose ensemble. Absolument. Puis, on a toujours échangé nos meilleurs balados. Je pense que même on était, lorsqu'ils ont commencé à mettre des émissions de NPR en ligne, alors des balados, c'est vraiment des émissions de radio en rediffusion comme This American Life. Toi et moi, on en parlait déjà. Et il faut pas se souvenir que notre relation initiale... à la base, c'est que j'étais ta petite stagiaire à la presse et qu'Alexandre Sirois m'appelait Mini-moi. On a le droit de parler de ça? Oui, on a le droit de parler de ça. Bon, alors, juste avec grande humilité, il faut savoir que, évidemment, j'ai beaucoup appris de toi, puis tu m'as toujours beaucoup inspirée. Puis, dans aujourd'hui mon rôle de chercheur, j'espère que j'ai une certaine sensibilité au rôle des médias, entre autres, grâce à notre amitié. Ah, merci, c'est gentil. Puis écoute, moi, je regarde ton parcours hallucinant, là. J'ai toujours appelé ton parcours d'étoile. C'est pas mal le fun à suivre. Oui, puis tu me présentes encore en disant que j'ai 21 ans, ce qui me fait Oui, bien dans ma une tête, grande tu auras joie. toujours 21 ans. C'est ça. Tu avais quel âge quand tu es venue chez moi la première fois? 18, 19 ans, quand on s'était rencontrés la première fois avant que tu partes à l'Université de Caroline du Nord? J'avais à peu près ça. J'allais au cégep à l'Assomption, puis j'ai dû prendre l'autobus de Repentigny à Honoré-Beaugrand, le métro, puis marcher toute seule dans Pointe-Saint-Charles, les yeux grands ouverts 2 heures plus tard, à chercher ta porte pour venir prendre un café avant de partir en Caroline du Nord. Oui, ça fait un méchant bout de temps. Puis, disons qu'on a une petite décennie de différence, là, à peine. Voilà, tout s'arrondit dans le milieu. Exactement. Alors, parlons-en justement de cette relation-là, chercheur-journaliste. Toi et moi, on est très fortes sur les textos où on se donne des contacts l'une à l'autre. On a quand même cette relation-là, notre relation personnelle pour notre relation professionnelle. Comment tu vis ça, toi, la relation? Tu parlais justement du fait que tu as comme une sensibilité pour les journalistes. Comment tu la vis, cette relation-là? On est-tu tannant à chaque fois qu'on vous appelle, là, dès qu'il y a une crise, là, tu sais? Hey, j'ai besoin d'un commentaire, là. Il est comme 21h30. Il y a une grosse attentat terroriste à Moscou. J'ai besoin de quelqu'un qui va commenter. Comment tu vis ça, toi? Bon, alors, je dois dire que, puis on en parlera après, je suis arrivée dans le monde universitaire après quelques années en tant que conseillère politique dans des bureaux de ministres aux Affaires étrangères. Donc, ça aussi, c'est une relation particulière. Puis je dois dire que j'essayais de prendre aucune place publique parce que moi, je suis d'avis que c'est une tradition canadienne qui est assez juste lorsqu'on conseille politiquement, qu'on ne parle pas nécessairement en son nom. Puis que si on veut parler en son nom ou en nom d'un parti, il faut se présenter en politique. Donc, je me suis un peu... c'était un acte un peu libérateur de rentrer en recherche puis de pouvoir parler de manière indépendante. Puis à l'université, comme chercheur, c'est une grande liberté qu'on a de prendre parole publiquement sur la base de nos recherches, puis d'essayer de contribuer au débat public. Donc, je pense que d'abord, ça a été à la fois anxiogène et libérateur. Puis j'ai des hauts et des bas personnellement parce que on en parlait dans un instant, plus t'en fais, plus on t'en offre, dans le sens où ça peut être une roue effrénée ou est-ce que finalement on n'a pas le temps de prendre du recul et je pense que ça peut être sain comme chercheur de se demander qu'est-ce qu'on veut contribuer, mais en général, ma vision personnelle, c'est que nos salaires sont payés par l'État, donc sont payés par les contribuables, puis que ça fait partie du mandat de professeur d'être dans la cité. C'est-à-dire que de contribuer à
à l'éclairage à tous les niveaux, par notre enseignement, par nos recherches très nichées aussi, mais par notre travail avec les journalistes. Donc, j'essaie d'être conciliante avec les demandes sans non plus en faire mon travail à temps plein parce que c'est pas ça non plus. Donc, il y a un acte d'équilibre que j'ai pas tout à fait maîtrisé encore, mais que j'essaie de soutenir, là. Moi, en étant chroniqueuse internationale, je vais sur le terrain parfois, mais j'écris beaucoup, beaucoup à partir de Montréal sur des sujets que parfois que je connais, parfois des sujets que je connais pas du tout. Et donc, les chercheurs, c'est ultra important parce qu'on a beau lire les nouvelles, parler des fois même avec des gens qui vivent les situations, ça nous prend aussi une mise en contexte et ça, c'est crucial. Donc, les chercheurs qui rappellent rapidement les journalistes, c'est une denrée très, très appréciée. Parce que souvent, c'est ça. En plus, on est sur un cycle très rapide. Hein, ça va souvent arriver. Les gens sont comme, t'écris ça pour quand ton article? Puis je le demain. Ils sont comme, quoi? Pour un chercheur, je pense que c'est un peu choquant la vitesse des fois à laquelle on travaille. Puis il y a beaucoup de sujets. Moi, en tout cas, je dois une fière chandelle à beaucoup de chercheurs. Et donc, je me suis dit tôt, qu'est-ce que je peux faire, moi, en échange? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression de demander beaucoup de temps. Puis tu le sais, Laurence, des fois, les journalistes, on va appeler, on va parler une demi-heure avec quelqu'un, puis finalement, il y a une citation dans le journal, mais ça va avoir nourri notre réflexion. C'est encore plus vrai comme chroniqueuse où moi, je fais de l'opinion. Donc, ça m'arrive souvent même de parler avec des gens, ce qu'on a off the record, donc qui ne seront pas nécessairement cités, où j'ai des idées, j'ai des théories, des hypothèses, puis je veux juste m'assurer que je ne suis pas dans le champ. Donc, des fois, derrière, dans un article qui a l'air d'un coup de gueule, ben, il y a quand même 7-8 appels à différentes personnes pour savoir ce qui se passe. Mais une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'il y a certaines régions du monde où c'est très difficile d'avoir des chercheurs. Lesquelles, par exemple? L'Afrique. J'ai remarqué ça récemment, puis je me suis dit, est-ce que c'est de ma faute parce que je ne couvre pas assez ce qui se passe en Afrique? Mais en fait, ça fait plusieurs fois que quand j'ai un sujet africain, j'écris à une dizaine de personnes et tout le monde me renvoie la balle vers un autre chercheur. Et je trouve ça un peu dommage parce que tout le monde dit, ah, mais moi, je ne suis pas un spécialiste exactement de ce pays-là. Et donc, ce qu'on se rend, finalement, je finis par parler à des gens dans les pays même parce que j'ai de la misère à trouver des chercheurs ici qui veulent m'en parler. Puis tu me dis que c'est souvent des femmes qui, par humilité, te réfèrent à une collègue et n'acceptent pas de l'entrevue, c'est ça? Oui, souvent, quand je contacte des femmes spécialistes, on me dit « Ah, mais c'est pas exactement ma spécialité, je vous recommande de parler à une telle autre. » Et là, quand j'écris à telle autre, elle m'envoie aussi à une telle autre. Donc, ça devient comme une espèce de chaîne. Et au bout du compte, ben il y a passé 6-7 heures. Puis il n'y a pas de chercheurs qui sont cités. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que ceux que je suis capable de rejoindre, c'est des gars. Et donc, je trouve ça vraiment dommage parce que j'essaie d'avoir un équilibre dans des voix femmes, hommes et aussi avoir des gens de diverses origines qui me parlent souvent quand un chercheur vient de la région même aussi. Je trouve ça intéressant là, d'avoir quelqu'un qui peut être ici, mais qui est originaire de l'endroit. Donc, je trouve qu'il y a aussi une certaine légitimité là-dedans. Mais c'est souvent difficile. Les gens sont craintifs de nous parler. Et moi, ce que j'aimerais que les chercheurs sachent, c'est que des fois, ils peuvent me dire, on peut se parler off the record. C'est correct, mais ça va nourrir ma réflexion. Puis la fois d'après, ben, on parlera peut-être plus de leur sujet, mais je pense que les chercheurs ne réalisent pas parfois qu'entre pas connaître du tout une situation et être un expert, il y a comme un immense écart. Et qu'ils ont probablement des choses très intéressantes à dire, peut-être sur la région du pays que je couvre, quoi que ce soit, qui pourrait m'aider. J'ai plein de réflexions là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup au Cérium. Puis je salue ici le travail incroyable de ma collègue Sabrina Mir, puis le travail exceptionnel que Jean-Frédéric Légaré-Tremblay a fait pendant des années, d'essayer de lubrifier l'engrenage de cette relation média-journaliste. Puis j'ai beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on pourrait simplifier cette relation. Une des choses, c'est que je crois que tu viens d'expliquer, Laura Julie, que la chronique, l'opinion, off the record, ces codes-là sont pas toujours connus de tous. Donc, c'est jamais de trop de spécifier dans quels termes tu utilises. Puis moi, j'encourage les chercheurs aussi à poser des questions. C'est quoi ton angle? Qu'est-ce que tu recherches? Comme ça, des fois, ils disent « Ah, mais... » Certaines personnes là, disent « J'ai été mal citée, mais en fait, pour s'assurer de savoir
dans quelle direction, puis adapter ses propos. Alors, des fois, il peut y avoir des fautes de toutes parts, hein, mais c'est de savoir que l'article n'est pas sur nos recherches, en fait. Souvent, l'article est sur un élément particulier, puis nos recherches peuvent y contribuer d'une façon. Donc, c'est aussi nous d'apprendre à poser les bonnes questions pour savoir mieux situer nos propos. L'autre chose que tu disais, c'est être cité, être pas cité. Toi, des fois, tu me dis que tu te sens mal parce que dans une chronique, c'est pas nécessairement coutume de faire plein de citations, puis que tu veux juste vérifier tes informations. Moi, c'est drôle parce que j'aime bien ce type d'article, parce que je me sens très libre de jaser de manière plus informelle. J'ai pas à contrôler chaque mot pour avoir le propos juste. Certains vont avoir l'attente d'être cités. Si je te donne un temps, j'ai une citation. Donc, chaque chercheur est différent, puis c'est juste d'en discuter de manière ouverte. Et finalement, sur cette espèce d'humilité d'expert, je pense que je suis heureuse de t'entendre le dire parce que souvent, on en sait beaucoup plus qu'on veut le reconnaître. Puis, il y a des actes en recherche de gatekeeping aussi. Puis, on développe des expertises pendant des décennies et nos collègues font la même chose. On veut pas leur piler sur le pied. Mais des fois, ça peut être vrai dans une conférence académique ou dans une revue scientifique où est-ce qu'on va pas trop se prononcer sur des sujets sur lesquels on n'a pas fait des années de recherche. Mais même si je suis une experte sur les mouvements islamistes, par exemple, je peux commenter sur les relations diplomatiques régionales au Moyen-Orient, même si je sais qu'il y a des collègues qui font ça. Je pense qu'on peut se permettre une certaine latitude qui n'existe pas nécessairement dans le monde académique en connaissant nos frontières. Je me suis fait demander une fois de commenter sur le référendum en Écosse. Alors j'ai dit, à moins que ça soit en termes de politique étrangère canadienne, analyser le référendum comme tel, je suis pas la bonne personne. Il faut aussi savoir ses limites, mais les limites sont typiquement pour les chercheurs plus loin qu'eux-mêmes les déterminent en termes de leur contribution potentielle. Oui, c'est ça. Puis les journalistes ont souvent, souvent vont connaître moins encore le pays que même un non-expert. Moi, que tu parles d'humilité, mais je pense que les journalistes, on est obligé d'en avoir, surtout quand tu couvres l'international. Moi, on me dit, ça fait longtemps, tu fais de l'international, ça fait 20 ans. Ouais, ben je suis pas spécialiste de 193 pays parce que chaque pays est en lui-même une spécialisation. Donc, il y a des pays que je connais ni d'Ève ni d'Adam, malgré le fait que je travaille depuis des années. Donc, il y a une immense reconnaissance des gens qui vont justement, être journaliste, c'est devenir spécialiste d'une question en une journée. C'est souvent ça. Et d'avoir l'air de savoir de quoi tu parles à la fin de la journée, mais tu le fais parce que tu as accès aux connaissances des autres parce que tu fais de la recherche, mais tout se fait en accéléré. Donc, sans des gens qui ont vraiment pris le temps de s'intéresser à des choses, on ne serait pas capable de faire ce travail-là. Puis des fois, j'observe mon collègue et mentor Frédéric Mérand, qui, je trouve, a une présence médiatique inspirante pour les chercheurs. Puis, je ne suis pas sur les appels de discussion avec les recherchistes, mais j'ai l'impression que des fois, il se fait appeler pour commenter sur une question et il dit « Alors moi, par exemple, je pourrais vous parler de la position européenne sur cette question. » Par exemple, il est allé au début de la guerre à Gaza pour parler de la réaction européenne. Alors, c'est aussi des fois de proposer l'angle qui nous convient le mieux par rapport à nos recherches et nos expertises, puis aussi de prendre un peu le contrôle de cette relation-là. Et des fois, ça peut intéresser l'émission en question quand on va à la télé, par exemple, ça peut être différent avec le journalisme écrit, et de proposer de dire, c'est pas exactement mon expertise, mais je serais à l'aise de t'en parler de cette perspective-là. Et ça peut faire un bon service public. Oui, puis moi, en tout cas, comme chroniqueuse, ça me nourrit aussi. Si, disons, j'appelle puis je commence à parler d'une question, disons, la Russie, mais que tout d'un coup, on commence à parler de l'étranger proche de la Russie, ça peut aussi amener à d'autres chroniques, ça peut amener à d'autres idées, ça peut amener un nouvel angle. On ne sait jamais. Il y a un dernier dilemme éthique dont je voulais parler, auquel je réfléchis, auquel j'ai pas la réponse du côté des recherchistes, un dernier dilemme du côté des chercheurs dont je voulais parler. Alors, comme j'ai dit, quand j'ai commencé dans le monde universitaire, j'ai quitté la politique, j'ai senti libérateur, j'ai fait plus de télé, j'ai fait des chroniques courtes, puis parfois on me demandait d'expliquer en peu une minute une situation internationale de manière très simple, où est-ce que je sentais que j'avais pas l'espace de faire de l'analyse. Et je me suis déjà demandé, avec l'affaiblissement de la couverture médiatique en français de l'international depuis les médias québécois, est-ce qu'en acceptant de faire un travail où est-ce que j'ai pas de place pour l'analyse, donc c'est mon travail de chercheur, c'est de faire quand même un peu d'analyse, est-ce que je viens pas remplacer à coup nul ou à bas coût
un travail qui devrait aller à un journaliste, en fait. Alors, quelle position prendre? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne prendront pas un sujet international? Puis dans les cas où est-ce que c'est vraiment très court et très superficiel, est-ce que je remplis mon mandat de chercheur? Je pense que c'est une question complètement pertinente. J'ai remarqué que la télévision québécoise, notamment, tout le monde en parle, a tendance souvent à inviter des duos comme toi et moi. Donc, ils vont, surtout sur les questions internationales, où ils font venir un expert et un journaliste ensemble. Donc, un expert de la vulgarisation, c'est le journaliste, selon moi, et un expert qui va aller plus pointu. Puis j'ai toujours trouvé que c'était assez... Tu l'as fait avec Frédéric Gagnon sur les États-Unis, non? Oui, j'avais fait en fait avec Valérie Baudouin et après, je l'ai fait avec Justin Massy c'est vrai. sur l'Ukraine. Et je trouve que c'est toujours assez judicieux. Puis j'ai fait longtemps de la radio aussi avec Charles-Philippe David où on faisait la chronique américaine. Puis nous deux, on l'a fait pendant ce balado-là. J'aime bien, moi, cette relation-là. C'est une formule gagnante, en effet. Absolument. Alors, on se laisse, Laurence, sur ce dernier épisode, mais il y aurait plein de choses que toi et moi, on va continuer à suivre, hein, parce que nos vies vont continuer, toi comme chercheur et animatrice de la vie du Cerium, et moi comme chroniqueuse et quelques autres activités extracurriculaires. De quoi tu penses qu'on va trop parler dans les prochains mois? C'est sûr qu'on va beaucoup parler des élections américaines. Et puis, ça va complètement englober notre espace médiatique qui, d'ailleurs, dans le Canada anglais, est un espace maintenant complètement conjoint ou presque. Et à mon avis, on en parlera peut-être trop, mais c'est le sujet de politique internationale qui est couvert autant qu'une campagne fédérale presque au Canada. Puis plus? Ah oui, hein? Parce qu'une campagne fédérale, on couvre ça pendant un mois. Puis les élections américaines, on les couvre pendant 2 ans avant. Là, c'est vraiment... ouais. Puis on va peut-être trop en parler, puis en même temps, je comprends l'instinct. C'est-à-dire que notre dépendance économique, elle est énorme. Nos dynamiques politiques, les mouvements sociaux, la relation avec les États-Unis est tellement importante que ça peut avoir un impact dans les foyers individuels, la classe moyenne québécoise, leurs emplois, les accords de libre-échange. Alors, c'est compréhensible aussi. Oui, puis je veux dire, les enjeux de la prochaine élection américaine sont gigantesques, puis on ne va pas se le cacher. Si on avait des appréhensions lors de la première campagne électorale de Donald Trump que j'ai couvert de bord en bord à l'époque, 2015-2016, puis même après son élection. Tu as vraiment sillonné le pays, hein? Oui, j'ai sillonné le pays. et mes amis américains, journalistes, étaient très jaloux de moi parce qu'ils trouvaient qu'on me permettait de seulement couvrir des grands enjeux plutôt que de couvrir la course de cheval. Oui, c'est intéressant, ça. Oui, ça, c'est le fun d'être une journaliste étrangère pour encore. Ça. Mais on était dans l'appréhension en 2015. Là, on est carrément dans la peur en 2024 parce qu'on connaît déjà la bébite qui est Donald Trump. Et on connaît, en fait, les dégâts qui peuvent être faits. On a vu les dégâts qui ont déjà été faits sur la démocratie américaine. C'est vraiment épeurant ce qui s'en vient. Et donc, je pense que pour une fois, ça va être vraiment justifié qu'on en parle de long en large. Puis, je pense que aussi par rapport à Trump, il y avait une espèce d'entourage dans le dernier gouvernement, dans la dernière administration, qui était sa famille, entre autres, qui étaient des différents Bush Republicans qui s'étaient convertis au Trumpisme, mais qui étaient des gens qui, même si idéologiquement n'avaient pas de lien proche au Canada, avec qui il y avait des discussions possibles. Là, quand on regarde l'entourage de Trump, s'il revient au pouvoir, il n'y a plus de... Il y a plus de médiateurs, là. Il n'y en a plus, tu veux dire? Moi, je m'inquiète de savoir qui seraient les interlocuteurs potentiels raisonnables ou plus raisonnables s'il revient au pouvoir. Ces figures-là, vont commencer... Ça va arriver avec les nominations s'il se fait élire.
mais je ne vois pas de réponse évidente. Et c'est ça en particulier sur le plan de la défense des intérêts canadiens qui me stresse un peu. Oui, absolument. Non, c'est déjà que quand il y a eu l'élection en 2015-2016, tout le monde était à la bourre pour essayer de savoir c'est qui cette nouvelle administration-là. Et les gens tombaient comme des mouches. Il y a plein de gens qui n'avaient pas été nommés dans leur poste. En fait, la diplomatie américaine s'est presque effondrée pendant l'ère Trump. Et tout ça, on ne sait pas comment ça va arriver. On a vu la dernière transition aussi, ça avait été catastrophique, la première transition Trump. Que serait la deuxième? Écoute, je ne le souhaite pas, là. Mais il faut qu'on soit prêt. Puis je pense que oui, en couvrant de proche, j'espère qu'au moins on va comprendre les enjeux, puis on va essayer de comprendre d'où ça vient, tout ça, parce que on s'en sortira pas tant qu'on ne comprendra pas pourquoi ça a lieu. Puis je me permets une dernière aparté, une réflexion que je me fais souvent par rapport au retour potentiel de Trump et à la diplomatie canadienne. C'est que c'est intéressant parce que le public canadien et québécois comprend les efforts qu'il faut faire pour défendre les intérêts canadiens et québécois parce qu'ils comprennent la nature existentielle de la relation. Alors, il faut pouvoir dialoguer avec des gens qui, idéologiquement, ont peu de lien avec nous parfois. Puis cette espèce de compréhension, l'attitude, nuance, n'existe pas dans d'autres relations diplomatiques parfois. Ou est-ce que, et peut-être que ça peut être plus présent dans certaines communautés, je ne veux pas dire que c'est partout, mais il y a moins d'espace politique pour faire de la diplomatie avec des pays difficiles. Alors qu'avec Trump, il peut y avoir peu d'amour pour Trump au Canada, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Alors, cette nuance-là existe avec les États-Unis sur le plan de la diplomatie comme étant un outil et non une forme d'acceptation des valeurs de l'autre. Puis j'aimerais que la diplomatie comme outil soit reconnue à plus grande échelle pour le Canada dans nos audiences ici. Intéressant. Donc, Laura Julie, de quoi on ne parlera pas assez? Ben, moi, je dirais que l'Afrique en général, là. Je trouve vraiment qu'il y a une espèce de presque de blackout en ce moment. On parle très peu de l'Afrique alors qu'il y a des enjeux majeurs. Ce qui se passe au Congo en ce moment est excessivement inquiétant. Ce qui se passe au Soudan. Le Mali. Oui, au Mali. On a parlé un peu récemment du Sénégal parce que là, il y a eu une élection assez intéressante, en fait, un revirement de situation assez extraordinaire. Mais on dirait que ça vient, puis après, le sujet disparaît. L'année passée, le New York Times a fait une immense série d'articles sur l'avenir de l'Afrique qui était vraiment intéressante. L'Éthiopie aussi, après tout ce qui s'est passé. Oui, mais je pense que oui, ça, on n'en parlera pas assez. Puis, en tout cas, moi, je m'engage à essayer de garder les yeux puis d'écrire sur le continent. Je te souhaite d'être envoyé pour de grands reportages là-bas et je nous le souhaite au Québec. Et toi, tu penses de quoi qu'on parlera pas assez? Alors moi, je m'intéresse de plus en plus au Mexique. Puis il y aura, dans la saison électorale là, qui s'en vient proche avec les États-Unis, il y a le Mexique qui arrive avant ça. Et ça va être très intéressant. Alors tout le monde sait que la gauche de Morena va revenir. Mais la mairesse de Mexico City, potentiellement, va devenir évidemment présidente. Puis je m'intéresse beaucoup à la politique mexicaine, puis j'espère qu'on couvrira l'élection. Je pense que ça va peut-être durer une journée au Canada, mais aussi toutes les transformations politiques, économiques au Mexique qui sont proches de nous parce que on a tellement de liens finalement, puis c'est important économiquement et politiquement pour nous aussi de suivre le Mexique. Absolument. Et régions qui nous inquiètent. Ben, tu l'as dit, il faut couvrir l'Afrique. Je pense que toi et moi, on s'en a déjà parlé. On s'inquiète pour le Sahel. Le Sahel, c'est immense comme région, mais la situation politique, évidemment, on peut comprendre le rejet de l'Occident. Tu sais, historiquement, politiquement, il n'y a pas de grande surprise là-dedans. Mais je m'inquiète pour ces populations-là qui sont certaines des plus pauvres au monde, où est-ce que l'accès, tu sais, le Canada, le Mali, c'était un des pays récipiendaires d'aide, un des premiers avec l'Afghanistan. Puis je m'inquiète de la situation des peuples là-bas, des femmes là-bas, puis comment on a tellement peu d'accès, que ce soit en termes d'aide humanitaire, développement, mais aussi peu de couverture médiatique, que je m'inquiète pour cette région. Et toi?
Moi, je dois dire que je m'inquiète pour toute la planète ces temps-ci. Mais je dirais que le Moyen-Orient m'inquiète beaucoup. C'est sûr que là, en ce moment, c'est dans l'actualité. On est en avril 2024. On est encore en pleine guerre entre Israël et dans la bande de Gaza avec le Hamas. Mais là, il y a toutes les étincelles dans la région avec le Liban, avec l'Iran. C'est assez inquiétant. Ce qui se passe encore en Russie m'inquiète au plus haut point. Là, le niveau de répression en Russie, c'est du jamais vu. Je m'inquiète pour tous les prisonniers politiques qui sont en prison. J'espère qu'on va réussir à faire un échange de prisonniers parce que leur sort m'inquiète beaucoup. Mais je m'inquiète pour plein de monde ces temps-ci, c'est terrible. Je m'inquiète même pour l'Europe, les politiques migratoires qui sont de plus en plus dures et de plus en plus inhumaines. Je m'inquiète pour les États-Unis, bien sûr. Donc, oui, il y a pas mal d'inquiétudes, plus que d'habitude, je dirais, hein, mais c'est dans l'air du temps. Et puis, on n'a pas le choix. Pour continuer, il faut trouver des zones d'optimisme. Qu'est-ce qui te rend optimiste, Laura Julie? Le Brésil. Dis-moi donc. J'en ai parlé dans le dernier épisode, mais le Brésil a réussi. Enfin, on a craint avec Jair Bolsonaro, qui est comme le Trump des tropiques, qu'on l'appelle. On a craint, en fait, qu'il reste au pouvoir, qu'il s'y attache. Il y a plein de gens qui soutiennent l'idée d'un coup d'État au Brésil, mais les institutions brésiliennes ont tenu bon. Et là, on voit que depuis que Lula est de retour au pouvoir, c'est pas parfait. Lula prend des drôles de positions aussi, parfois en politique étrangère, mais l'Amazonie va mieux, les droits des Autochtones vont mieux, et on voit en fait que c'est une démocratie assez robuste finalement, donc c'est toujours le fun de voir ça, surtout que c'est une immense année d'élection, 2024. Donc, on se demande à chaque élection, justement, si la démocratie elle-même n'est pas un peu sur le bulletin de vote. Et en tout cas, le Brésil, ils ont réussi ça. Et toi? Alors, je sais que c'est pas dans la ligne éditoriale de parler de chez nous, mais des fois, le rock, Rest of Canada, depuis le Québec, on en parle comme d'un autre pays. Puis des fois, on est souvent allé à Paris ou à Cancun, mais on n'est jamais allé dans beaucoup de provinces et territoires canadiens. Donc, moi, j'ai eu quand même un élan d'espoir pour le Manitoba parce que j'avais suivi de proche ces histoires de femmes autochtones dont les corps seraient dans ce dépotoir-là à Winnipeg. Et puis, il y avait eu des manifestations de femmes, entre autres de leurs filles, de longue date. Puis on a vu l'élection d'un premier ministre autochtone qui a une pression immense sur les épaules de travailler dans ce système politique-là, très, très tendu. Mais ça nous donne un espoir de savoir que les choses peuvent changer. Puis, c'est pas facile, il y a plein de problèmes aussi, mais le Chili, certaines tentatives de réforme, ce que Gabriel Boric essaie de faire aussi, le fait il s'est prononcé sur certains enjeux internationaux où est-ce que, historiquement, en Amérique latine, on se prononce pas, comme l'Ukraine. Je trouvais ça intéressant, puis je pense que c'est à surveiller également. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Let's go. Parlons de l'avenir du Canada dans le monde. Hein? Je ne sais pas, on dirait qu'il y a comme un peu une espèce de pessimisme ces temps-ci ambiant sur le rôle que joue le Canada dans le monde, sur notre perte d'influence. Toi, tu vois ça comment? Je vois ça avec beaucoup de réalisme, c'est-à-dire qu'on est pris dans une nostalgie éternelle en ce qui a trait à la place du Canada dans le monde. On s'imagine des choses qui n'ont jamais eu lieu par rapport à notre influence réelle. Fait qu'il faut ramener ce réalisme-là au plancher des vaches, faire ce qu'on peut dans les zones qui sont possibles, mais aussi, faut pas s'attendre à avoir une vieille tercelle puis à rouler sur une route de campagne comme si tu avais un 4x4. Là. C'est-à-dire que moi, une inquiétude que j'ai, puis je sais que c'est très dans la poutine du ministère, mais c'est que si on veut une diplomatie forte et dynamique, ben il faut investir dedans. Puis c'est pas très populaire politiquement de dépenser là-dessus, mais c'est vrai qu'on se fait dépasser par plein de pays qui ouvrent des ambassades, qui recrutent des diplomates, qui les forment. Puis la diplomatie, en premier, c'est des talents. Okay? C'est des Canadiens, c'est des Québécois qui se
ramassent ensemble, qui dévouent leur carrière à ça. Et ça, il y en a qui sont là, qui veulent le faire. Puis il y en a, je le vois, je leur enseigne, il y a un désir de faire partie de ce projet-là. Mais ça va prendre des financements, puis ça va prendre vraiment une attention à soutenir ce ministère, ce qui n'est pas une dépense dans un contexte de déficit important là, qui est populaire, mais il faut faire des choix. Puis si on veut avoir une diplomatie forte, il faut y investir. On ne peut pas s'attendre à répondre aux crises de manière forte sans y investir. Donc, il faut être raisonnable par rapport à ça. Puis si on veut être fort sur la scène internationale, il faut se mobiliser pour ça. La deuxième réflexion que je me fais, puis je l'ai vécue pendant la COVID en travaillant là-bas, c'est qu'on n'a pas idée de l'importance de la diaspora canadienne. On adore parler des autres diasporas chez nous, mais il y en a du Canadien à l'étranger. Hein? Puis on a une attente très... En fait, on a une des plus grosses diasporas per capita de Canadiens qui vivent à l'étranger. Puis on a des attentes très élevées. On parle de 4 millions de personnes. C'est énorme, ouais. Absolument. Puis lorsqu'il y a une crise, et il y en a de plus en plus, que ce soit feu de forêt dans certains pays, que ce soit la COVID, que ce soit des attentats, on veut prendre le téléphone puis être évacué. OK? Puis je pense que c'est une attente qui vient d'avoir confiance en notre pays, puis c'est un sentiment qui est sain. Mais ça coûte de l'argent, cette affaire-là. OK? Puis de plus en plus, le ministère des Affaires étrangères a une attente de service aux citoyens qui est énorme. Et ça aussi, c'est soit on investit ou soit on baisse nos attentes. Alors ça aussi, c'est un dilemme important, je pense. Mais moi, j'étais assez d'accord, en fait, avec l'approche du gouvernement Trudeau là-dessus, sur le fait qu'on a dit aux gens, on va vous aider, mais vous allez payer la facture. Puis ça, je pense que c'est tout à fait correct. De dire oui, on va vous sortir de la zone dangereuse, mais après, on s'attend aussi à ce que vous soyez responsable. Surtout qu'il y a dans les gens qui vont demander de l'aide au Canada, qui parfois n'ont pas vécu au pays depuis 20-25 ans, qui ne payent pas d'impôts ici. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus juste de le faire comme ça, juste pour aussi ce que ça veut dire, comme tu disais, pour les contribuables canadiens. Donc, de s'assurer qu'on aide notre monde, mais en même temps que c'est comme une espèce de tango où chacun a ses responsabilités là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas de one size fits all pour ça, parce que des fois, ça va être le Canada qui va dire, dans la COVID, vous devez revenir au domicile, puis la personne ne voulait pas nécessairement le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une gradation des besoins et des crises. Puis s'il y a une personne qui est dans une situation, tu sais, un étudiant étranger qui n'a pas l'argent pour le billet. Donc, des fois, je sais qu'il y a des systèmes aussi de prêts sans intérêt qui ont été faits. Il y a différentes solutions qui ont été mises de l'avant, mais je pense que coup de chapeau, hein, parce que il n'y a pas beaucoup d'amour pour les politiciens, il n'y a pas beaucoup d'amour des fois pour la fonction publique non plus. Puis j'en ai vu des gens travailler du 24 heures dans des centres d'appel pour aider le monde qui pleurait. Puis je pense qu'il faut quand même donner à la fonction publique puis aux affaires étrangères le respect qui leur est dû, parce que ça n'a pas arrêté après la COVID. Puis il y en a qui travaillent dans l'ombre de corps et âme pour aider les concitoyens. Puis c'est assez, ça nous remplit d'humilité de voir le travail qui est fait aussi. Moi, pour la place du Canada dans le monde, je pense qu'une des choses que le Canada a compris récemment, c'est qu'on a toujours été très multilatéraliste, mais on a appris récemment que souvent de faire cavalier seul, ça fait très, très mal, notamment dans notre relation avec la Chine, dans notre relation avec l'Arabie saoudite. C'est difficile parce que le Canada, en fait, c'est un pays sur lequel les pays autoritaires, des fois, peuvent se permettre de taper parce qu'on est petit. Donc, ça leur permet d'envoyer des messages aux gros sans que ça leur fasse trop mal économiquement. Et ça, je pense qu'on a compris l'idée de quand on fait des gros... quand on sort des rangs, de s'allier à d'autres. Ça, je pense qu'on le fait bien. Mais je suis d'accord avec toi aussi qu'il faut arrêter la nostalgie on a donc fait des affaires extraordinaires dans le passé. Qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui? Justement, on est un pays méga international. Il y a plus de langues qui sont parlées au Canada qu'à peu près dans n'importe quel pays dans le monde. On est un pays qui est obligatoirement internationalisé à cause de sa population. Puis ça, on ne peut pas l'oublier. Puis moi, j'ai toujours rêvé qu'on ait une agence de la diaspora qui permettrait aux gens de développer des projets avec les pays dans le pays d'origine, parfois de leur famille, parfois d'eux-mêmes. Mais tu sais, quand on a eu plein d'Afghans qui sont venus au Canada, je me suis dit, mon Dieu, qu'on devrait créer comme... Il y avait des professeurs afghans là-dedans, il y a toutes sortes d'experts, on a des cerveaux hallucinants. Puis de trouver un moyen
de les garder au travail ici, Mobiliser ces à la talents-là, hauteur. Exactement. absolument. Puis je sais, notamment, j'avais aimé, je me disais ça, c'est pour les chercheurs afghans qui débarquent ici ou les politiciens afghans, de leur trouver un emploi qui pourrait, dans lequel ils pourraient continuer leur bataille pour l'Afghanistan. Ça, je pense qu'il faut qu'on pense à ça. Puis notamment, le CRDI avait créé des bourses pour chercheurs quand ils sont arrivés d'Afghanistan pour les garder intéressés dans le sujet plutôt que cette personne-là a complètement se recycler puis qu'elle perd des années et sa compétence, en fait. C'est ça qui inquiète. C'est un des grands privilèges qu'on a de recevoir autant de cerveaux, mais je pense que ça devrait venir avec une responsabilité. Oui, le modèle n'est pas évident, mais la volonté va être là. Puis pour la diplomatie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai vu les immenses différences. Pour les journalistes, les diplomates ont longtemps été des ressources extraordinaires. Et pendant l'ère Harper, on nous a complètement coupé des diplomates. Et donc, ça fait qu'on a perdu ce réflexe-là. Mais il faut qu'ils reviennent. Nos diplomates sont les yeux et les oreilles du Canada à l'étranger. Ils peuvent nous donner un super coup de main. Et récemment, quand je suis allée à Taïwan, justement, j'ai pu échanger avec des diplomates là-bas, puis ça m'a beaucoup aidée. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, je m'ennuie de cette relation-là. Ou aussi, le journaliste, après, peut dire, mais j'ai vu tel truc sur le terrain que j'ai trouvé intéressant. Ça peut être une relation intéressante. Puis je me dis aussi, tu parlais des chercheurs qui sont payés par les taxes des contribuables, mais c'est la même chose pour les diplomates. Et donc, pourquoi en ce moment, c'est les gens d'affaires, les politiciens ont accès aux diplomates, mais pas les médias? C'est qu'il y a une chaîne d'approbation très, très lourde. Oui, puis c'est une peur culturelle. Puis je suis tout à fait d'accord parce que de redonner confiance en l'importance de la diplomatie, c'est aussi de rendre ça humain puis accessible. Il y a des pépites là-dedans, là, franchement. Oui, vraiment, oui. Il y a des gens, il y a des vrais... Il y a une richesse de talent là, dans le corps diplomatique qu'il faut juste nourrir, préserver puis continuer dans laquelle il faut investir pour les prochaines générations. Oui, mais c'est sûr qu'on le sait au Canada, il va y avoir des élections incessamment, là, éventuellement. Et on sait qu'il va peut-être y avoir un retour, que toutes ces questions-là vont être remises en cause. Surtout si un gouvernement conservateur prend le pouvoir, on s'y attend. C'est dit ouvertement. Qui est les coupures d'aide internationale, point à la ligne. Il y a beaucoup de déclarations là, très inquiétantes. Et donc, c'est peut-être le temps, justement, de tous ceux qui s'intéressent à l'international au Canada de déjà se préparer à comment on résiste à une fermeture sur soi-même. Laurence, si tu résumais Sans Escale en un mot pour toi, ce serait quoi? Amitié. C'est quétaine, hein? Je peux t'en avoir 3-4, mettons. Genre? C'est notre capacité à réunir nos expériences puis nos intérêts derrière un micro pour un public. Et puis, ce qui me touche particulièrement dans ce qu'on a fait à Sans Escale, c'est tout ce que j'entendais dans des endroits inusités, communautés d'affaires, famille, amis, mes étudiants. Ah, cet épisode-là, ça m'a vraiment touchée. Donc, je veux aussi dire, Sans Escale, c'est cette relation-là qu'on a créée avec tous ceux et celles qui nous écoutent. Et pour toi, c'est quoi Sans Escale? Bien, ça va bien avec moi. Mon mot, c'est liant. Hein? Liant dans notre amitié, dans nos deux univers, mais aussi avec le reste du monde, avec, ceux qui nous ont écoutés. Merci d'ailleurs d'avoir été là. Lier notre Canada, notre Québec avec le reste de la planète. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis je pense que ça va rester un lien pour nous à long terme. Voilà. Merci. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la recherche et à la réalisation. Un merci tout particulier à Éric Coulombe et à son équipe des événements Marché Bon Secours qui nous ont si généreusement accueillis dans la salle de bal du Marché Bon Secours pour enregistrer nos dernières émissions. Merci à Émir Chouchan, conseiller à la direction des technologies des bibliothèques de l'Université de Montréal. Merci à Robin Coche, directeur de la programmation à CISM. Et merci à Mathieu Arsenault qui était ici pour faire la captation vidéo de ces 2 derniers épisodes.